Nous sommes le lundi 8 décembre 2025. Le président Alassane Ouattara sera investi pour son second mandat de la Troisième République ou encore son quatrième mandat pour certains. C'est ce jour qu'a choisi le président Laurent Gbagbo pour s'adresser aux Ivoiriens. Nous allons parler de tous ces sujets d'actualité avec mon invité du jour. Son nom, c'est Karim Ouattara, à ne pas confondre avec le DG de la LONASI, Karim Ouattara, que j'ai connu en son temps à Télécel, avec mon ami Jean-Alain Olo Cambiré. Je profite pour lui faire un coucou. Avec mon invité, nous allons parler de l'offre de santé en Côte d'Ivoire. Il est auteur d'un ouvrage, La couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, l'illusion contrariée. Et en test de quatrième de couverture, il dit ceci: la couverture maladie universelle promettait une révolution sociale en Côte d'Ivoire. 10 ans après, le rêve s'est suicidé. Tarification opaque, accès inégal, bureaucratie paralysante, la mécanique est grippée, le système vacille. Pourquoi le système vacille? Pour en savoir davantage, suivez cette interview qui ne manquera pas d'intérêt. Bonjour Karim. Bonjour Guillaume et merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir fait le déplacement pour venir nous rejoindre à Nantes. On va avoir 1 heure d'échange très fructueux. En tout cas, merci. Merci. Très heureux de te recevoir. Merci beaucoup. Et vu qu'on va parler d'un sujet capital, l'offre de santé en Côte d'Ivoire. Bien avant de parler de ce sujet, l'actualité, je l'ai dit en introduction, c'est l'investiture du président Alassane Ouattara. Un mot là-dessus. Eh bien, écoutez, je pense que le peuple attend beaucoup du président qui a été élu, et il faut le dire. Je pense qu'il est aussi important, à mon sens, qu'on arrive à dépasser certaines querelles, qu'on arrive à se libérer du passé, pour justement regarder vers l'avenir, dégager une tendance et proposer aux générations à venir une solution véritable pour les défis qui les attendent. Voilà ce que j'ai envie de dire essentiellement. Pour aller dans ton sens, justement, ce matin, Toby Irié, qui a été aussi candidat pour la Ouais. présidentielle, enfin, ta candidature n'a pas été validée, a fait une publication ce matin où il demandait au président Alassane Ouattara d'ouvrir le jeu, de réconcilier les Ivoiriens. Est-ce que toi, tu penses que les Ivoiriens, à ce jour, ne sont pas véritablement réconciliés et qu'il y a une partie qui crie toujours injustice? La crise post-électorale était il y a 15 ans, allez, 14, 15 ans tout au plus. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, certaines personnes peuvent avoir un sentiment d'injustice, certaines personnes peuvent considérer, comme on l'a souvent entendu, que c'était une justice des vainqueurs. Certaines personnes peuvent considérer que les vrais responsables, comme ils le disent, n'ont pas été traduits devant la justice, peut-être, c'est ce qui a motivé la lettre du président Gbagbo. Il y a des considérations qui me dépassent peut-être. Moi, en 2010, j'avais 19 ans. Donc, ma capacité à comprendre les problèmes était peut-être limitée, était certainement différente de celle que j'ai aujourd'hui. Mais je pense que le message un peu rassembleur du président Tobillerier va dans la droite ligne de l'attitude qu'on doit adopter aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce à quoi nous servirait une attitude, j'utiliserai pas le mot dissidente, je dirais plutôt une attitude de remise en question constante, de remuer le couteau dans la plaie, comme on le dit. J'ai beaucoup de mal à voir comment cela pourra nous faire avancer, quand bien même, je suis certain que beaucoup de mal a été fait à certaines personnes. Heu, il va falloir qu'on accepte, à un moment donné, d'avancer. Mais là où Toby Irié lui parle de fracture sociale avérée, pour beaucoup aujourd'hui, il n'y a pas de fracture sociale, tout va pour le mieux en Côte d'Ivoire. Fracture sociale, tout dépend d'où vous vous situez dans la société. Si vous êtes dans le haut château, que vous regardez d'en haut, il y a pas de fracture sociale. Si vous êtes en bas, que vous regardez en haut, c'est très difficile d'y arriver. Donc il y a une fracture sociale. Il y a des preuves, hein, biologiques qui existent, qui montrent qu'il y a des modifications en termes des dosages de cortisol et d'autres marqueurs, heu, chez l'individu qui est au plus bas de la société, tandis qu'au plus haut, vous n'avez pas ces marqueurs-là. Donc forcément, les perceptions sont forcément différentes dans une société où les inégalités existent. C'est une évidence.
Vous avez compris, hein, mon invité est chirurgien orthopédiste. Donc, vous avez compris tout de suite les thèmes de santé. Il a pu faire un peu l'interface avec ce qui est euh, situation sociale en Côte d'Ivoire. On l'entend super bien. On va maintenant s'intéresser à cette adresse du président Laurent Gbagbo qui, lui, décide à nouveau de saisir la Cour pénale internationale. Un commentaire. Un commentaire, si j'en ai un à faire. Je pense que c'est une démarche, qui n'est pas interdite. Il a le droit, il est dans son plein droit de saisir la Cour pénale internationale et il y a une procédure qui va s'en suivre et les conclusions seront ce qu'elles seront. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse dire de plus. Encore une fois, l'intérêt véritable, quel est-il? Ça peut se discuter, je peux avoir une vision un peu limitée de la chose selon mes connaissances, mais pour l'individu lambda, l'ivoirien lambda au quotidien, je ne suis pas certain qu'on va apporter grand-chose comme solution, avec une telle attitude. Mais ça pourrait, encore une fois, apporter un certain soulagement à certaines familles, certains individus et certains groupes qui ont souffert, c'est une certitude. Encore une fois, moi j'ai une double nationalité, on va dire, hein, en Côte d'Ivoire. Mon père est du Nord, donc Ouattara, ma mère est de l'Ouest. Donc je suis parfaitement placé, on va dire, pour, parler simplement, j'ai une vision assez aux premières lignes, de la crise et j'ai été impacté directement également. Donc voilà. Pourquoi est-ce que dans ta lecture, tu fais rappel tout de suite au fait que ton père il soit du Nord et que ta mère soit de l'Est, de l'Ouest du Oui, moins? oui. Le Pourquoi tu fais ce le rappel? pourquoi je fais ce rappel-là? Dans la lettre du président Gbagbo, il y avait une adresse vis-à-vis du fait que certains, les groupes étaient venus du Nord et cetera. Il y a un très petit passage là-dessus. Donc ça, c'est mes origines nordistes. On a vu les populations qui ont souffert et notamment il y a une petite adresse, heu, très brève, sur les Ouai, si je ne me trompe pas C'est ça. et ma mère est Ouai. Donc si vous avez les 2 groupes, on va dire, qui sont plus ou moins cités, il n'y a pas de groupe cité pour le Nord, mais les 2 régions qui sont citées, je suis directement relié à ces 2 régions-là, directement, par ma filiation. Non, mais après, le fait que tu dises que toi, en tant que quelqu'un dont le père est du Nord Ouais, et la mère de l'Ouest, ouais, en quoi est-ce que ça peut apporter une plus-value à ces débats? Parce que c'est que l'adresse du président Laurent Gbagbo dit, c'est oui, simple, hein, il a dit, du moment où il a été acquitté, ainsi que Charles Blé Goudé oui, dans la CPI, il faut qu'on trouve les auteurs véritables de la oui, crise qui a commencé en 2002. oui, Il a fait le récit depuis depuis 2000 2002. jusqu'à 2011. Mmh. Donc pour lui, on a eu le génocide des Ouais, il en Ouais, parle forcément et on sait que dans le récit, dans le récit, dans ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, les rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire sont oui, arrivés du Nord. mmh, Donc c'est un fait, oui. ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis dans ton analyse à toi, pourquoi est-ce que tu veux faire recours? Est-ce que ce ne serait pas ethniciser un peu, on va dire, les débats Non, alors qu'on n'en a pas besoin non, non, quelque non, non, part? ce n'est pas ethnéciser le débat. C'est simplement vous raconter mon lien avec 2010. OK. Mon lien avec 2010, c'est celui-là. C'est que, lorsqu'il y avait cette partition, une partie de ma famille, on a directement souffert et je n'ai pas très envie de plonger plus avant, mais une partie de ma famille, on a directement souffert. L'autre, on a aussi souffert. Donc des 2 côtés de la lecture qu'on pourra en avoir, si on veut la simplifier, j'ai été impacté des 2 côtés et ma vision aujourd'hui de la chose, c'est que j'ai envie d'aller de l'avant, de ne plus regarder en arrière et j'ai envie qu'on propose aux Ivoiriens, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, des solutions véritables. Mais c'est ma vision. Donc d'aucuns pourraient dire: «Oui, mais toi, tu étais à l'étranger, peut-être que tu vois la chose différemment» et ils auraient raison de me faire cette objection-là. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux pour les Ivoiriens, c'est qu'on regarde vers l'avant et qu'on avance. Voilà ce que je veux pour les Ivoiriens. Je comprends ce que tu dis. Lors de certaines interviews, le président Laurent Gbagbo, chaque fois qu'on lui posait la question sur cette crise, il disait: «Allons de l'avant». Mais du moment où il ouvre à nouveau ce dossier des années plus tard et Ouais, que c'est l'actualité vu qu'on en parle, ouais, toi, ton témoignage du fait que tu étais des 2 côtés, ouais, tant de par ton père, qui est du Nord et de ta ouais. mère qui est de l'Ouest, ce serait intéressant de nous faire partager ton témoignage qui, par rapport à la compréhension nationale, pourrait aussi aider, pourquoi pas. Donc, est-ce que tu peux faire ces témoignages? Comment est-ce que toi, venant issu de ces 2 liens, comment est-ce que vous avez vécu toutes ces crises?
C'est un exercice un peu difficile, mais c'est important pour la compréhension. Ça Yeah. permet en tout cas aussi, Oui, vu que le président Laurent Gbagbo a ouvert le débat et que nous sommes oui, dans l'actualité, il est oui, important ce témoignage. ouais. C'est un exercice difficile comme tu le dis, Guillaume, et c'est malheureusement un exercice et une page que j'ai pas envie de rouvrir. Donc il va falloir que je me limite à ce niveau-là. Ça t'a marqué personnellement ou bien ça? Personnellement, oui. Personnellement, oui. Donc c'est une page que je n'ai pas envie de rouvrir parce que dans tous les cas, ça ne m'amènera à rien. Ça Ça ne en a gardé des m'amènera séquelles moralement? non, non, pas des séquelles, mais il y a des choses qui ont été faites et des choses qui ont été dites et des comportements qui ont eu lieu qui, à mon sens, étaient en totale rupture avec, l'environnement dans lequel j'avais été élevé initialement. Beaucoup de choses ont changé, à un moment donné, beaucoup de comportements ont changé. Beaucoup de personnes n'étaient plus reconnaissables dans cette période-là. Prenez un individu, donnez-lui du pouvoir, mettez-le dans une certaine disposition et vous ne le reconnaîtrez plus. Vous ne le reconnaîtrez plus. Lor Lorsqu'on dit que l'homme est un loup pour l'homme ou que l'homme, pour ceux qui y croient, peut devenir animal, c'est une réalité. C'est une réalité, on l'a vu en Côte d'Ivoire. Quel est l'intérêt d'y retourner? Quel est l'intérêt de repenser à ça? Quel est l'intérêt de rouvrir cette page? Moi, je n'en vois pas. Si on en reste purement à la version, légale, la discussion autour des poursuites, très bien. Que justice soit faite encore une fois, que la lumière soit faite, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça cristallise le débat. La véritable discussion qui doit avoir lieu, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ce qui vient? Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé en 2010. C'est pas seulement ce qui a été perdu, c'est pas seulement ça. C'est lorsque vous avez une guerre, vous avez 2 camps, peu importe. C'est pas seulement ce qui est perdu à l'instant T, c'est aussi ce qui ne naîtra pas et c'est ça qu'il faut prendre en considération, à mon sens. Mais toi qui es du corps médical, je serais tenté de te demander quel est l'intérêt aujourd'hui, par exemple, souvent d'aller voir des psychologues pour pouvoir parler de faits qui sont passés, de sorte à pouvoir souvent se projeter. Quel est Certaines l'intérêt? personnes en ont besoin. Oui, mais donc pourquoi est-ce que, si on va sous ce prisme, psychologique où il est important que ce genre de témoignage puisse aider à la conscience collective nationale, Ouais. pourquoi est-ce que ne pas peut-être toi faire partager ton témoignage? Tu pourrais faire comprendre aussi, ça permet aussi de prévenir d'autres dangers, comme tu l'as dit. Comme ça permettrait de faire les choses autrement dans le futur, pourquoi pas? Donc ce serait important aussi ce genre de témoignage, ça? Non, 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 personnellement non, je ne pense pas. Je pense que dans un contexte de groupe, ça peut avoir de l'intérêt de partager des expériences, ça se fait, hein, dans les groupes d'addiction et autres, vous en avez plein, d'exemples de ce type-là. Dans des séances individuelles, ça peut avoir de l'intérêt, mais dans une allocution comme celle-ci, une discussion comme celle-ci, je pense qu'ouvrir, une page aussi douloureuse de mon histoire personnelle n'apporterait vraiment pas grand-chose. Premièrement et ce n'est pas comme tu as dit tout à l'heure le terme séquelles, je ne parlerai pas de séquelles pour moi, pas du tout. Heu, c'est des choses qui me sont restées, c'est sûr que j'ai vu, que j'ai vécu, certes de loin, je ne les ai pas vécues directement, j'étais pas directement sur place, mais qui m'ont impacté, peu importe là où j'étais, mais avec lesquelles moi j'ai fait la paix personnellement. Je pense que c'est un exercice auquel d'autres peuvent se livrer. Mais encore une fois, il y a des différences dans le vécu. Certaines personnes étaient sur le terrain, certaines personnes ont vécu la chose de très près. C'était pas mon cas. Donc, est-ce que je peux me mettre dans la peau de ces personnes-là? Non. Est-ce que je peux comprendre pourquoi certaines personnes peuvent avoir des griefs par rapport à ce passé-là? Pas véritablement. Est-ce que je peux apporter une contribution en racontant mon histoire? Je ne pense pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à mon sens, le meilleur est à venir pour la Côte d'Ivoire et c'est ce sur quoi on devrait se concentrer. Ça, c'est très important. En 2010, tu disais que tu avais 19 ans, c'est ça? 19 ans, ouais. À 19 ans en 2010, aujourd'hui, on a 15 ans après. Ouais. 15 ans après, lorsque tu repenses à tout ça tout de même, est-ce que tu te dis que, la Côte d'Ivoire a pu panser ses blessures quelque part? En surface, oui.
En surface, oui. Et qu'est-ce qui manque pour que les Ouais. blessures soient donc traitées en profondeur? Je dirais l'oubli. Voilà ce qui manque. L'oubli, c'est-à-dire qu'on puisse oublier ou bien Ouais. tu veux que les gens oublient? Qu'on fasse table rase de C'est tout ce ce qui qui va s'est passé? c'est ce qui va arriver. Il y a une image que j'aime bien. On commence tous à être plus ou moins oubliés à partir de la 3e génération. C'est-à-dire que toi et moi, c'est ce qui nous attend. Donc, on peut s'accrocher à notre gloire temporaire, mais c'est ce qui nous attend. On dit aussi que c'est heu, celui qui a la marque du couteau est moins enclin à oublier. Parce que dès lors qu'il voit la cicatrice, il va repenser à l'événement. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai toujours été un peu gêné par les campagnes de réconciliation. Vous allez dans un village qui a souffert, peu importe où il se trouve, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, et vous leur dites: «Saluons-nous, oublions». Vous pensez que c'est possible? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais si on part de ton postulat, tu dis: «Il faut Ouais, qu'on oublie», donc c'est bien possible sûr, alors du coup? pas maintenant, pas maintenant. Il faut faire avec, il faut avancer. C'est-à-dire qu'il faut accepter ce qui a été fait et il faut avancer. Le président Laurent Gbagbo, pour reprendre son thème par rapport au fait d'avancer et surtout de faire table rase, lorsqu'il évoquait ce sujet, il avait dit, il avait emprunté un thème en latin où il dit: «Il faut faire tabula rasa», faire Tabula table rasa. rase de tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, il veuille exhumer à nouveau ce chapitre et dire qu'il va saisir, la CPI pour qu'on connaisse les véritables auteurs, des crises, en Côte d'Ivoire? Je pense que ça serait extrêmement prétentieux de ma part d'essayer, ne serait-ce que à mon humble niveau, de me comparer à la pensée d'un homme comme, le président Gbagbo ou de tous les présidents qu'on a eus. C'est ce même président-là qui nous a dit qu'on ne s'en sortirait jamais par la guerre, hein, si je me souviens bien. Heu, Ma mémoire peut me faire défaut. C'est lui aussi qui nous a dit qu'il fallait faire tabula rasa. Mais les hommes changent peut-être. Peut-être qu'il a changé. Ou alors peut-être que son entourage a changé. En tout cas, on verra la suite de sa saisie de la Cour pénale internationale dans le cadre des crises en Côte d'Ivoire. Nous, on va s'intéresser à ton ouvrage, La couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, l'illusion contrariée. Tu parles de l'offre de santé en Côte d'Ivoire. Ouais. Pourquoi, la première question, elle est toute simple, pourquoi l'illusion contrariée lorsqu'on doit évoquer la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire? Parce que, merci pour la question au passage. C'est, pourquoi j'ai rajouté cette petite note en bas? Heu, si on part, si on adhère au à l'impératif psychologique qui a rendu possible le fait qu'on est reconnu comme é évidence en elle-même, que tout homme naisse égaux et que Dieu nous a dotés de droits inaliénables. Si on considère que la santé, le droit à la santé, à une bonne santé est un de ces droits-là. La Côte d'Ivoire a par ailleurs adhéré au PIDESC et à la CEDH en 92. Tout régime, tout pouvoir, tout gouvernement qui aurait la prétention de donner une couverture universelle à sa population serait le meilleur des régimes, serait le meilleur des gouvernements. Mais il faut que ces couvertures-là soient effectives, qu'elles existent réellement. Mon constat, ça a été que ce n'était pas réellement le cas. Et on a des index internationaux à ce jour qui existent, qui nous font comprendre qu'on est encore loin de cet, idéal-là. D'où le fait que j'ai parlé de l'illusion contrariée. De manière concrète, en quoi est-ce que la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire serait une illusion contrariée? De manière concrète, c'est-à-dire cette couverture-là, bien entendu, dans ton ouvrage que j'ai pris, le temps de lire, tu es parti un peu des offres depuis les années indépendantistes.
à l'offre que le président Laurent Gbagbo accordait aux Ivoiriens, malheureusement, et qui n'a pas pu avoir tout son accomplissement du fait de la guerre. En tout cas, cette couverture, elle a été réajustée, contextualisée par rapport, on va dire, à ce que le gouvernement peut faire pour la population ivoirienne aujourd'hui, dans son aspect, on va dire, expérimental, dans sa phase pratique. Toi, tu estimes que c'est une illusion et bien plus encore, au-delà de cette illusion, elle est contrariée. Donc, quels sont les faits tangibles qui t'emmènent, toi, à dire que cette couverture maladie universelle, que l'offre du gouvernement à l'égard des populations soit quelque chose de contrarié? En quoi? De manière concrète. OK. Avant d'arriver aux faits, je pense qu'il faut d'abord partir de la conception du projet, OK. d'accord? Si mes souvenirs sont bons, encore une fois, on part d'une promesse de campagne, en 2010, qu'on pouvait se soigner avec 1 000 francs CFA. C'était ça la promesse de campagne, en réalité. Il n'y a pas réellement eu d'études, de projection sur la soutenabilité ou la viabilité d'un régime de couverture sur le long terme, avec un financement pour les personnes en mesure de contribuer de 1 000 francs CFA. Il y a eu une étude normalement en 2015, je peux me tromper, mais c'était en 2015 sur le financement, qui a mis en évidence le fait que ce n'était pas un financement pérenne sur le long cours. Donc premièrement, la conception du projet. Deuxièmement, la logique de couverture. Vous avez ce qu'on appelle, ce que Amartya Sen a appelé la croissance sans racines, qui arrive quand vous prenez un modèle qui fonctionne dans un milieu et que vous l'importez, que vous le retranscrivez chez vous. J'ai parlé dans mon livre de ce que j'appelle la dépendance au sentier, c'est-à-dire tout ce qui a été fait jusqu'on arrive aujourd'hui. Donc il faut reprendre toute l'histoire, si vous voulez, de la santé en Côte d'Ivoire pour arriver à la CMU en 2014. C'est un long processus, si vous voulez en parler, on peut en parler, mais c'est une très longue discussion, comme vous avez pu le voir. Il y a essentiellement, historiquement, 2 modèles de couverture, pour simplifier. OK. Vous avez le modèle bismarckien, qui est basé sur l'emploi, qu'on appelle le modèle assurantiel, allemand, fin du 19e siècle, qui est arrivé en même temps que la formalisation du travail. Je fais ici une parenthèse. Historiquement, le travail a essentiellement toujours été informel. La formalisation, le travail formel tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'on le pousse aujourd'hui, est relativement récent, fin 19e. C'est pas si vieux que ça. Donc, travail formel, modèle bismarckien, plutôt basé sur les cotisations, etc. et le travail et l'emploi. Deuxième modèle beveridgien, 1942, Grande-Bretagne, plutôt basé sur un financement public par l'impôt, une offre de soins accessible à tout le monde. Tout le monde a la même chose. Ce qu'on appelle la fameuse notion d'égalité en santé, à la différence avec l'équité où chacun reçoit ce dont il a besoin. Et donc, vous prenez essentiellement ces 2 modèles-là, qui n'existent plus aujourd'hui de façon individualisée, tout est plus ou moins mixte. Vous avez des rapports, de l'OMS notamment, sur le fait que dans les pays avec une informalité, donc un travail informel, de plus de 50-60%, tout système qui serait basé sur des cotisations sera vraisemblablement mis en défaut. Ces rapports-là existent. Chez nous, on a fait le choix d'un système de cotisation pour le régime contributif. Donc plutôt dominante, on va dire, bismarckienne, pour faire simple. Donc plutôt conception bismarckienne, deuxième problème dont je voulais vous parler. Ensuite, on passe dans les faits. Les faits aujourd'hui. Et j'ai donné des chiffres qui ne sont pas présents sur le site de la CNAM. Mes chiffres datent de décembre 24. À l'époque, on avait 14 millions à peu près de personnes qui étaient enrôlées. OK. L'enrôlement, encore une fois,
Petite parenthèse dessus, si on se souvient bien, la CMU a été lancée en 2019. Et en 2022, on a eu un décret rendant obligatoire l'enrôlement pour participer notamment à des concours de la police et autres éléments. Parce qu'à l'époque, les gens n'adhéraient pas. On avait 2-3 millions. 2022, date du décret. 2024, 14 millions d'enrôlés. Ça fonctionnait. Les gens sont enrôlés. Mais une question me venait. La loi dit que vous devez être enrôlé. Vous avez 2 modèles. Le régime général de base, contributif, et le régime d'assistance médicale, non contributif, pour les gens qui ne peuvent pas payer les pupilles de la nation et d'autres personnes. Mais quand j'allais sur le site de la CNAM, j'avais uniquement le nombre d'enrôlés. Donc j'ai parlé à certaines personnes, je dis, mais on n'a pas le chiffre réel de personnes couvertes par ça, par ce système-là. Donc j'ai commencé à faire mes enquêtes. J'ai eu beaucoup de mal à avoir les chiffres, énormément de mal à avoir ces chiffres-là. Il m'a fallu beaucoup de demandes. En 2014, 7 millions de cartes avaient été produites sur les 14 millions d'enrôlés. Pour mon enquête dans l'un des CHU où je me suis retrouvé, beaucoup de gens vous disent, ça fait des mois, voire des années, je n'ai pas reçu ma carte. Donc on avait un problème. Il y a eu par la suite la réponse avec les cartes in situ, etc. Mais ça, on peut en parler après. Mais en 2014, décembre 2024, excusez-moi, à l'instant où je faisais l'enquête, 7 millions de cartes. Sur les 7 millions de cartes, combien de gens cotisent vraiment? Il y a un article de France 24 qui est sorti en 24 ou 25, je ne sais plus, qui disait que, notamment aujourd'hui, dans l'informel, les gens enrôlés, il y a moins de 10% qui cotisent. Donc, 14 millions d'enrôlés, 7 millions de cartes, combien de gens cotisent? On n'a pas réellement les chiffres, on ne me l'a pas donné. Vraisemblablement, il est assez faible, premièrement, pour le RGB. Ensuite, il y a le RAM, qui est un élément très important pour moi. Le RAM, c'est-à-dire? Régime d'assistance médicale, ou maladie. Ce régime-là est censé couvrir les personnes dans le besoin qui ne sont pas en mesure de contribuer. Donc, il y a tout un chemin à faire pour arriver à être défini comme étant personne présente au RAM. Et il faut être ivoirien. Ce régime-là n'est pas accessible à la personne étrangère. Le RGB est accessible à la personne étrangère. RGB, régime général de base. On part du principe que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, c'est 35%. 35, 37,7, 37,5, peu importe. Donc, on va dire un tiers. Si on prend 32 millions aujourd'hui d'habitants, 10,5 millions de pauvres. Pour les besoins de la simplification, on va dire que la moitié de ces individus-là sont des étrangers. Je simplifie parce que je ne connais pas le chiffre. Et c'est sans vouloir faire offense à quiconque. Donc ça fait 5 millions d'Ivoiriens au RAM. Donc 5 millions qui, a priori, ne peuvent pas payer les 1000 francs CFA. On va dire ça comme ça, pour simplifier la chose. Si on considère que c'est uniquement ces personnes-là, en situation de pauvreté, qui sont éligibles au RAM, quand bien même la loi vous dit autre chose, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer dans cette considération-là. Mais au bas mot, 5 millions d'Ivoiriens éligibles au RAM.